Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va toujours. Vous êtes en pleine forme. J'en profite pour saluer le Grand Montréal. J'en profite pour saluer tout le public qui nous suit à l'émission depuis déjà quelques années. On a eu des bons commentaires. Nous savons que vous suivez. Avec toute cette période de coronavirus où on a été enfermé, bien à l'émission, on n'a fait que présenter, parler, n'est-ce pas, de cette réalité africaine ici même à Montréal. Et nous continuons aujourd'hui à l'émission. Nous recevons un grand monsieur. Ce monsieur est un pasteur, il est originaire de la République démocratique du Congo, donc de l'Afrique, vit à Montréal depuis de très nombreuses années. Pourquoi nous l'invitons à notre émission? Nous voulons parler de l'actualité, faire un tour d'horizon un petit peu de l'actualité. Nous savons fort bien que les pasteurs, justement, les pasteurs réunissent beaucoup de monde, hommes et femmes. Les femmes particulièrement qui ne sortent pas nécessairement dans les boîtes, les discothèques, eh bien, elles vont à l'église et aussi elles ont des problèmes. Il y a toute une réalité qu'on vit ici même à Montréal. Pasteur John Matiti, bonjour, merci de nous faire l'honneur de nous recevoir à votre émission. Avant d'aller plus loin, avant de démarrer cette interview où il est question ici de faire un petit peu le tour d'horizon de l'actualité, et je vous laisse le choix, ce qui est marquant pour vous, ce qui vous frappe durant ces années. On parle ici de la période de coronavirus, qui nous a conduit vers toutes sortes de choses absolument incroyables, pas seulement ici même en Amérique, pas seulement dans le monde, mais également sur le continent africain. Il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, merci de nous accorder cette interview. Comment ça va? Bonjour, monsieur Henri, ça va bien, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Merci pour l'honneur que vous me faites d'être l'invité de ce jour. On est là, nous sommes là par la grâce de Dieu. Comme vous l'avez bien mentionné dans votre introduction, nous sommes toujours en train de passer une chose après une autre, mais nous savons bien qu'au moins pendant 2 ans, la pandémie a retenu l'attention de tout le monde et nous a amené à des changements de mode, par exemple, d'opérer qu'on n'avait pas auparavant ou qu'on n'utilisait pas souvent auparavant, mais c'est devenu pour l'Église quelque chose, parce que sinon, on serait coincé dans nos maisons et plus question des rassemblements. Donc, beaucoup de choses, mais sinon, Dieu fait grâce, on est là. Merci beaucoup. Pasteur Matiti, avant d'aller plus loin, le concept de cette émission m'obligeait là à vous poser la même question que monsieur, madame, tout le monde. Qui est pasteur? Qui est pasteur John Matiti? On vous connaît comme pasteur. Qui êtes-vous? Ok. Pasteur John Matiti. Je suis d'origine congolaise. À Montréal depuis plus ou moins 30 ans. Et je suis marié et père de 4 enfants. Donc, je dirige la communauté grâce suffisante de l'Église de Dieu, au Church of God. Je suis à Montréal et je suis aussi professionnellement, je suis graphiste. Je travaille pour une compagnie d'ailleurs, comme vous le savez, je suis là présentement, qui est sous-traitant de Bombardier. Quand je suis là, monsieur Matiti, c'est un peu en bref ce que je peux dire. Donc, je suis pasteur d'une communauté à Montréal. Merci. Pasteur Matiti, je reviens aux faits. Nous sommes en 2022 déjà. Ça passe tellement vite. L'actualité bat son plein. Je lisais quelque part sur Facebook où quelqu'un disait « J'aimerais tellement ça me réveiller un jour lorsque j'allume la radio, que l'on puisse dire « Aujourd'hui, madame, monsieur, il n'y a rien de spécial, tout va bien. » Et moi, je me suis permis de lui écrire, dit monsieur, si vous vivez dans ce monde qui est un monde matériel, un monde où l'esprit est matériel comme tel, on ne peut qu'avoir des problèmes. On ne peut pas se lever comme ça, se dire il n'y a pas de problème. À partir du moment où nous accordons de la valeur à l'objet matériel, nous sommes matériels. Mais le monde est conduit par le phénomène matérialistique. Votre commentaire par rapport à cela?
Vous savez, les problèmes ont commencé depuis la création. Dieu lui-même, en personne, a créé tout était bon. Mais les humains qu'il a mis sur Terre ont commencé avec des problèmes. Quand on parle, bon, je ne veux pas prêcher aujourd'hui, mais quand on prend les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, on voit qu'il y a le problème qui a commencé dans le jardin. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes de différents ordres, de problèmes que nous avons en tant qu'humains. Donc, tant que nous sommes ici sur la Terre, il y aura toujours des problèmes. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir des problèmes qui sont là? Et si je peux prendre un exemple, nous avons vécu 2 ans presque enfermés, 2 ans d'aller, de retour pour ceux qui travaillent, ou de confinement à la maison où il n'y avait plus de visites. Mais là, les choses s'ouvrent. C'est toujours comme ça. Et le problème, tant qu'on restera ici sur la Terre, il y aura toujours des problèmes. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on peut vivre et aussi nous en passer de ces problèmes-là. Je crois que le monsieur qui voulait un monde sans problème, et je ne pense pas que de notre vivant, ici sur Terre, on pourra avoir ce monde-là. Mais Pasteur, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Je disais que les problèmes sont différents. Et les problèmes sont d'ordre, ils sont tellement différents dans différents aspects aussi de la vie. Mais nous devons savoir que les problèmes sont là. Pasteur Matiti, avant d'aller plus loin, avant de faire le tour du monde quasiment, nous sommes à Montréal, vous et moi, et je parle avec beaucoup de gens, je lis les journaux, on consulte un petit peu les réseaux sociaux, en fait on suit l'actualité via la radio, via la télévision. Il se passe beaucoup de choses à Montréal. Quand je parle avec beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de me dire, vous savez, Montréal change, Montréal a changé. Avant, c'était pas comme ça. Vous rencontrez des nombreux Africains et Africaines. Il n'y a pas que les Africains, il y a aussi des gens d'un peu partout qui viennent dans vos églises. Qu'est-ce qui frappe le public? De quoi se plaint le public? Comment est-ce que ces Africains et Africaines vivent ici? Quels sont les défis que vous entendez souvent par rapport aux gens qui viennent vous consulter? Ça, c'est une question dont je pourrais vous dire que oui, des gens qui arrivent, qui trouvent un monde complètement différent de là où ils viennent, et au début, ils ne savent peut-être pas comment s'y prendre, et c'est toujours pas évident. Et vous savez, Monsieur Henry, je vous dirais que vous savez très bien que le changement est la chose la plus difficile, le changement. Et changer d'endroit où on a grandi, où on a passé plusieurs années et arriver dans un monde inconnu, ça fait toujours peur. Et nous, particulièrement, nous avons aussi la mission, non pas seulement de prêcher l'évangile, mais aussi d'orienter les gens. Les gens que nous recevons, nous les orientons aussi, nous les conseillons. Nous avons vu combien beaucoup s'en sont sortis de l'état de peut-être inquiétude et prendre confiance parce qu'il y a des gens là pour les rassurer. Quand vous dites changement, concrètement, parce que vous savez, changement, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Quand on parle de changement, on parle au niveau de votre regard seulement. Vous voyez, le monde est blanc, en grande majorité. Si vous venez d'un pays noir, au niveau de votre regard, vous voyez le monde, on ne voit plus plein de noirs, c'est plein de blancs. Déjà, votre regard. Au niveau de fonctionner, sans vous en rendre compte, vous marchez vite. Au début, vous venez d'un pays chaud, où il fait chaud, vous marchez lentement. Quelque temps après, sans même vous en rendre compte, vous marchez très vite, comme en fait tout le monde. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Et puis, il y a aussi la télévision. Ce que vous voyez plus des Blancs. Vous êtes dans un pays blanc, vous ne voyez pas les journalistes, quelques-uns, c'est plutôt rare. Bref, déjà là, le changement, il est là. Maintenant, partout où vous allez, que ce soit au niveau du métro, que ce soit dans les centres d'achat, que ce soit si vous prenez des cours, les professeurs, le langage aussi, tout ça. Et il y a aussi le mode de penser, la façon de penser. Et ça prend du temps avant de comprendre, avant même de catcher cela. Comment est-ce que vous le vivez, vous, avec vos fidèles?
C'est là où je disais qu'on a la mission aussi comme d'éduquer, dans le sens, l'expérience qu'on a, au moins une trentaine d'années à Montréal. Et d'ailleurs, nous avons, nous aussi, vécu le changement quand nous sommes arrivés et jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je vais prendre un exemple en ce qui concerne le travail. Quand quelqu'un qui dit qu'il ne trouve pas du travail, on est là pour l'encourager. Je donne mon exemple, mon expérience, et dis, moi, malgré qu'on est arrivé, que c'était la récession, mais quand je voulais travailler, j'ai travaillé. Parce que j'ai adopté tel principe pour trouver un emploi. Alors, maintenant qu'on trouve qu'il y a du travail, alors, juste ne vous fatiguez pas, cherchez. Il y a un moment donné où vous allez trouver ce qu'il faut. Et on voit les gens prendre du courage. Ce qui manque souvent, ce qui abat souvent les gens, c'est quand ils n'ont nulle part pour se confier, nulle part, par exemple, pour partager ce qu'ils vivent. Et là, ça devient encore plus pesant pour la personne. Mais quand il peut trouver, par exemple, nous avons des gens que nous avons reçus lors de migration, des familles qui sont venues et qu'on a pris en charge. Par exemple, ils vont chercher un logement et on leur demande s'ils travaillent ou pas. Ils viennent juste d'arriver. Ils viennent d'arriver 2 semaines après. Il faut qu'ils trouvent un logement parce qu'ils doivent sortir de là où ils étaient hébergés. Donc, ils n'ont pas du travail. Et le propriétaire demande la caution ou encore plutôt quelqu'un pour... des garanties. C'est ça, une garantie. Alors, nous présentons et nous donnons nos noms pour que ça soit dans le bail parce que nous, on est déjà installés ici. Et ce qui fait qu'on accorde le logement aux personnes parce qu'il y a quelqu'un qui a garanti que non, il n'y a pas de danger pour ces personnes. Alors là, ça vient donner espoir aussi aux personnes qui ne sont pas seules. Imaginez-vous si il n'y avait pas une telle initiation, comment est-ce que ces gens encore pouvaient se sentir? Ils pouvaient comme être perdus parce qu'ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est les genres d'exemples. Ou encore pour remplir de papier, on nous demande ceci, donc nous sommes là pour les aider, les accompagner, remplir des applications avec eux, regarde, il faut faire ça, il faut faire ça, les orienter en quelque sorte. Et ça donne un peu l'espoir à ces personnes pour voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui les entourent, bien qu'on ne se connaissait pas auparavant, mais en tant que pasteur, nous sommes là pour aider ces gens-là. Et ils restent, ils nous font confiance, ils demeurent avec nous, et puis bon, ils évoluent et jusqu'à ce qu'on les voit, ils sont acceptés, par exemple, au niveau d'immigration, et ils prennent encore confiance et on leur dit d'aller chercher une formation, même s'ils sont venus avec un bagage quelconque, on dit il y a lieu de se recycler. Parce que nous, on est passé par là. Dites-moi, il y a des nombreux jeunes, des enfants qui naissent ici, d'autres sont arrivés ici avec leurs parents et s'intègrent d'une certaine manière à la réalité nord-américaine, plus particulièrement québécoise. Selon vos contacts, selon votre expérience, quels sont les défis qui attendent les jeunes ici que vous rencontrez et quels sont les problèmes que vous rencontrez? Comment est-ce que vous trouvez des solutions à ces problèmes? Je parle ici des jeunes. Oui, pour la jeunesse, nous avons vraiment du travail. Nous avons du travail pour les jeunes qui sont arrivés très jeunes, par exemple. Et s'il n'y a pas vraiment un bon encadrement, c'est tout un problème. Mais qu'est-ce que nous, on fait? D'ailleurs, là, nous sommes en train de mettre en place des moyens pour occuper nos jeunes. Nous avons des ordinateurs que nous avons achetés pour une salle communautaire. Pour le moment, c'est une dizaine d'ordinateurs pour que les jeunes ne soient pas dans la rue. Qu'ils ne soient pas dans la rue, qu'ils peuvent venir pour l'aide aux devoirs ou pour passer du temps, que ce soit sur le plan informatique ou quoi, être au moins dans un endroit où les parents peuvent être sûrs qu'ils ne sont pas n'importe où. Vous savez, les parents immigrants sont souvent pas à la maison parce qu'ils doivent travailler. Non, mais en fait, tous les parents travaillent de toutes les façons. Pas seulement les immigrants. Je veux dire, tout le monde pratiquement travaille.
Oui, bon, comme on parlait de nos enfants, de ceux qui Oui, arrivent, d'accord. OK. je fais des immigrants. Mhm. Mais ça, on est en train de mettre ça en place pour occuper la jeunesse. Nous ne voulons pas qu'ils forment des associations dans la rue, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est. Ils peuvent tomber dans quel genre d'association. C'est pourquoi on met en place ce genre d'organisation pour qu'ils soient là et on encourage les parents d'encourager les enfants pour qu'ils puissent venir. Mais sinon, il y a un sérieux problème. Ce que j'ai dit aux jeunes, c'est qu'ils ont toutes les opportunités. Ils ont les opportunités d'aller plus loin que nous. Alors, il ne faut pas qu'ils perdent le temps. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme qui avait abandonné, il n'avait même pas encore fini, il n'avait pas fini son secondaire. Mais on l'a pris pour le conseiller, pour l'aider et dire que ce n'est pas bon le chemin qu'il a pris. Et Dieu merci, le jeune homme nous a écoutés. Il est retourné à l'école. Il a fait une formation dans la construction. Aujourd'hui, il travaille et il a même témoigné pour encourager d'autres jeunes. Si on ne peut pas aller à l'université, mais il y a des formations professionnelles qu'on peut faire et gagner sa vie au lieu d'être dans la rue, peut-être tomber dans l'univers, je ne sais pas, de la drogue ou quoi. Et pour nous, nous voulons orienter notre jeunesse dans ce sens. Et nous le disons, nous encourageons les parents à nous aider, à aider nos jeunes gens, parce que nous croyons qu'ils peuvent aller plus loin que nous. Pasteur John Matiti, le temps presse, le temps passe tellement vite, vous savez, à la télévision, vous êtes très intéressant, vous avez beaucoup de choses très intéressantes à dire. Moi, j'ai une question ici, rassurez-vous, ça n'est pas une question piège, même si je me fais cette sale réputation qui me colle à la peau, absolument, c'est pas possible. Dites-moi, quel argument solide avez-vous lorsque vous avez affaire à un jeune, et je pose bien ma question, elle est très claire, très limpide, telle de l'eau de roche, quel argument avez-vous pour convaincre un jeune qui ne veut pas terminer ses études secondaires? Quel argument avez-vous si un jeune vous dit « Moi, les études, je ne veux plus rien savoir, ça ne m'intéresse pas du tout ». Alors, dites-moi, quel argument, que vous avez pour convaincre ces jeunes-là? OK. D'abord, c'est une question que je poserai à ces jeunes femmes. Ces jeunes hommes, cette jeune femme, qu'est-ce qu'il veut demain de sa vie? Parce que ce que tu veux demain, c'est aujourd'hui que tu dois préparer cela. Ça, c'est la première question. Et à écouter sa réponse, je pourrais lui dire et lui donner aussi des exemples concrets de personnes qui ont négligé. Je sais que tout le monde n'a pas réussi en passant par les études, mais les études, quand même, ça nous donne un peu plus de probabilité pour y aller un peu plus loin. Et ne fût-ce que nous conseillons les jeunes gens de finir ne fût-ce que le secondaire 5. Ne fût-ce que de finir le secondaire 5. Parce que ton avenir, c'est ton avenir à toi. Donc, demain, en fait, le secondaire 5, c'est la base, quoi. C'est ça, c'est la base qui vous ouvre les portes vers d'autres formations professionnelles qui ne sont pas nécessairement universitaires. C'est bien cela. Parce que si tu ne veux pas cela, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Parce que ton demain, tu ne seras plus chez les parents. Où est-ce que tu seras? Et souvent, je montre mes enfants, par exemple, quand nous sommes en auto, je dis, regardez, des jeunes qu'on trouve dans la rue en train de mendier, de quémander. Je dis, ça, c'est pas parce que, bon, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais la majorité du temps, c'est parce qu'il y a une négligence quelque part. Alors, est-ce que vous voulez un jour être là? Voulez-vous un jour être dans le coin de rue pour demander, pour quémander? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes chez le parent, tout ce qu'on peut vous demander est d'étudier. Vous n'étudiez pas pour nous, mais vous étudiez pour vous. Alors, si vous voulez une vie meilleure demain, donc étudiez aujourd'hui.
que vous serez demain. Vous devez préparer aujourd'hui. Ce n'est pas demain que vous allez préparer. Pasteur Matiti, le temps passe vite. Ma toute dernière question ici, on parle beaucoup de criminalité à Montréal, on parle beaucoup de violences faites aux femmes, on ne parle pas de violences faites aux hommes, on parle plutôt de violences faites aux femmes, puisque c'est ce qu'on voit à la télévision. Ouais. Dites-moi rapidement, avant de se laisser vos commentaires là-dessus. Je peux dire, c'est le tableau noir, c'est que nous conseillons, la raison pour laquelle nous conseillons, par exemple, aux couples d'avoir les dialogues. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas trouver la solution. Je me souviens quand on était encore à l'école, même si l'équation était difficile, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait à trouver la solution ou la réponse à ce problème. Donc, on conseille le couple, on conseille les gens, même les personnes, celles avec les enfants, que tout problème a une solution. Si on peut se tourner vers quelqu'un, nous, on n'est pas là pour juste écouter vos problèmes, on est là pour aider. Donc, si vous ne pouvez pas trouver une solution, alors cherchez une tierce personne, une personne crédible et une personne qui peut vous aider à vous en sortir. Parce qu'il n'y a aucun problème. Nous avons vu des familles, des couples qui étaient même séparés, divorcés, des fois même après 1 an, 2 ans. Mais à force que les gens prennent conscience, on les aide à revenir ensemble. Donc, je crois que la violence, c'est quand on reste dans son coin et puis qu'on respire, on pense à tout moment de la situation et ça peut énerver, surtout quand on a investi là-dedans. Quand on a investi dans cette relation et qu'on voit qu'on est perdant si on n'a pas trouvé un bon conseiller, on risque de tomber dans la colère et puis commettre peut-être l'irréparable. Nous, on aide, on veut aider à l'amont avant qu'on arrive là. Donc, c'est notre responsabilité. Et la parole de Dieu aussi que nous prêchons nous aide aussi à aider les gens, surtout à ce que chacun, dans le couple, puisse prendre sa responsabilité. Parce qu'il y a des devoirs de l'homme, il y a des devoirs de la femme. Alors, si chacun, dans la relation, arrive à faire ce qu'il doit faire, je pense qu'il peut y avoir l'harmonie dans le couple et éviter de telles situations. Voilà, merci infiniment. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup, pasteur John Matiti. Je vous remercie, merci beaucoup et passez une bonne journée vous aussi. Merci. Merci bien, au revoir.